L'univers et ses mystères, son immensité et la place de l'homme dans tout ça. Bien peu de choses face à ces milliards de galaxies. On en parle avec vous, Trinh Xuan Thuan. Merci d'être le grand témoin de ce 64 minutes. Vous êtes vietnamien et américain et vous êtes astrophysicien, professeur à l'Université de Virginie aux États-Unis. Et vous publiez aux éditions Autrement ce livre, Face à l'univers, auquel participent plusieurs personnes. Jean d'Ormesson, un écrivain, le sociologue Edgar Morin ou encore la peintre Fabienne Verdier. D'abord, quel était le but de ce livre et de s'entourer d'autant de personnes différentes? Oui, donc je voulais rassembler un groupe d'amis qui avaient la même vision du monde que moi, des amis dont j'admirais l'œuvre et la pensée. Et donc, j'ai invité des gens comme Jean d'Ormesson, qui écrit des romans, mais il parle souvent de Dieu et de l'univers, le Dieu qu'il appelle le vieux d'ailleurs. Et puis Mathieu Ricard, qui est bouddhiste, scientifique et bouddhiste. Et Philippe Desbrosses, qui s'occupe aussi de la Terre, que vous avez reçu, je pense, hier, tout à fait, sur ce plateau. Oui, et puis Edgar Morin, Jean-Marie Pell, tous des gens qui donc, se préoccupent de la nature de l'univers. Ouais. Et donc, oui, c'était important que nous apportions toutes nos voix pour une cause commune, donc cette sauvegarde donc, de la planète, le sommet de conscience auquel j'ai participé il y a plusieurs jours, et aussi donc de ne pas donc la détruire et donc nous détruire en même temps et de donner un non-sens à l'univers, parce que pour moi, l'homme donne un sens à l'univers en l'observant et en appréciant sa beauté et son harmonie. Contrairement à d'autres scientifiques, on va y revenir. Alors cette œuvre, c'est aussi une œuvre de vulgarisation scientifique, notamment dans votre partie. Vous expliquez beaucoup de choses, notamment le Big Bang. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous de transmettre? Oui, ça fait des années que vous le faites, et en français en plus. Oui, tout à fait. Non, je suis professeur. Donc d'abord, je fais mon enseignement, vous savez, et je suis chercheur en même temps. Donc... Et pour moi, c'est très important de transmettre, de passer la connaissance. Je me défie comme passeur de connaissances. Et donc, j'étais un peu frustré parce que, bon, même si ma classe en Virginie a plus d'une centaine d'étudiants, c'était quand même un public très restreint. Donc, je voulais passer cette connaissance à un plus large public et donc écrire. Et donc, j'ai eu la chance donc, que mes ouvrages ont eu du succès. Et donc, maintenant, j'ai un public français et qui me suit. Et pourquoi cette passion pour la physique et l'astronomie, l'astrophysique? Oui, j'étais très curieux de nature déjà, enfant. Mais c'est vraiment une famille de littéraires en plus, voilà, pas du tout de scientifiques. Exactement, mon père et tous mes ancêtres étaient des mandarins, donc l'équivalent de vos énarques. Enfin, des administrateurs plutôt, vous voyez, plutôt portés vers la littérature, la philosophie. Mais moi, quand j'avais 14 ans, je suis tombé sur un livre qui m'a ébloui. C'est le livre « Comment je vois le monde » d'Albert Einstein. Et donc, c'est devenu mon héros scientifique et j'ai voulu absolument suivre ses pas, faire de la physique. Et donc, voilà, je voulais devenir physicien, mais quand je suis allé au Caltech, donc pour faire Aux États-Unis, en Californie, exactement. Il avait le plus grand télescope du monde, le télescope de 5 mètres de diamètre du Mont Palomar, qui regardait le plus loin possible dans l'univers et donc qui remontait le temps de quelques 6 milliards d'années, presque à la moitié de l'âge de l'univers. Donc vous savez, à l'âge de 19 ans, avoir accès à un tel télescope ne pouvait que me faire tomber dans la marmite de l'astronomie. Est-ce que vous posiez beaucoup de questions par rapport à la position, la place de l'homme, justement, dans cet univers? Oui, tout à fait, tout à fait. Vous savez, pendant très très longtemps, pendant 20 siècles au moins, depuis les Grecs, l'homme pensait qu'il était au centre du monde et que la Terre occupait la place centrale, ce qu'on appelait un univers géocentrique. Et puis en 1543, choc psychologique immense, Copernic, Nicolas Copernic. La révolution copernicienne. Exactement. Déloge la Terre de sa place centrale, la Terre se retrouve reléguée au rang d'une simple planète autour du Soleil. Et puis, les découvertes d'astronomie ont continué à rapetisser de plus en plus la place de l'homme dans l'univers, à la fois dans l'espace et dans le temps. On pensait que si le Soleil n'était pas si notre planète n'était pas le centre du monde, notre Soleil devait être le centre du nôtre. Patatras, les astronomes démontrent que le Soleil n'est qu'une simple étoile de banlieue, quelque part un peu plus de la moitié de la distance vers le bord de notre galaxie, qui est 100 000 années-lumière. Donc la Terre est à 26 000 années-lumière du Soleil.
pardon. Le Soleil est à 26 000 années-lumière du centre galactique, donc c'est une simple étoile de banlieue. Et puis notre Voie lactée... Une étoile de banlieue, on est vraiment loin du centre. Hein. Exactement. Et puis, après, notre galaxie s'est perdue encore parmi une centaine de milliards de galaxies, donc chacune contenant des centaines de milliards de soleils. On est vraiment bien peu de choses, en fait. C'est ça aussi que vous dites dans ce livre. Et cette révolution copernicienne et ce qui a suivi, ça a été aussi un peu un message de désespoir pour beaucoup de personnes. Voilà. Ça voulait dire qu'il n'y avait plus vraiment de sens dans ce monde, en tout cas pour les hommes. Voilà, exactement. Et vous dites qu'il y a du sens quand même. Oui, il y a certains de mes collègues ont poussé un cri de désespoir. Pascal disait déjà, le silence éternel des espaces infinis m'effraie. Et puis, plus proche de nous, Jacques Monod, dans son ouvrage « Le hasard et la nécessité », conclut que l'homme a émergé par hasard dans un univers qui lui est complètement indifférent. Donc l'univers n'a que faire de nous. Il se soucie comme d'une guigne de notre existence. Ça mène à la dépression, hein, quand même, ce voilà, message. Pour moi, c'est vraiment la désespérance et c'est dire que toute cette organisation n'a aucun sens. Pour moi, au contraire, je parie que l'univers a un sens et que nous sommes ici. Donc, c'est un pari à la Pascal. Hein. La science ne peut pas démontrer cela. Mais je parie sur un principe créateur qui a réglé l'univers de façon extrêmement précise. Parce qu'on s'est aperçu que l'univers a été réglé de façon extrêmement précise. Selon certaines règles, hein, justement. Voilà, pour que les étoiles naissent. Et donc fabrique les éléments lourds qui sont nécessaires à la vie et à la conscience. Oui, justement, pourquoi la vie? Pourquoi les hommes? Est-ce qu'il y a un principe créateur dans l'univers ou ce que certains appellent Dieu, selon vous? Enfin, pour moi, je suis bouddhiste, donc je n'appelle pas ce principe. Ce n'est pas pour moi un Dieu barbu qui se soucie de nos problèmes quotidiens. Non, pour moi, c'est un principe créateur qui se manifeste dans la nature. Donc, ce sont les lois de la nature elle-même. Vous voyez, c'est un principe spinozien, donc à la Spinoza, que Einstein a repris. Là, il y a la vie sur Terre, mais on peut imaginer justement avec ce principe créateur qu'il y a de la vie ailleurs. Il y a eu la découverte de cette nouvelle planète qui ressemble à la Terre il y a 2 jours, Kepler 452b, et qui pourrait abriter de la vie. Ça vous inspire quoi, cette découverte? Oui, je pense que c'est très bien maintenant que... donc le satellite Kepler découvre maintenant des milliers de planètes en dehors de notre système solaire. Et donc jusqu'ici, ces planètes n'étaient pas de la taille de la Terre, elles étaient beaucoup plus grosses. Mais maintenant, donc, on trouve une planète de la masse de la Terre et aussi exactement à la même distance que de son étoile mère aussi. Donc la vie est possible. Oui, donc ça veut dire que c'est dans une zone habitable où l'eau est liquide et donc qui dit eau dit vie. Donc la vie est possible. Donc, ce sera bien donc, de confirmer d'abord qu'il y a de l'eau là par des mesures ce qu'on appelle spectroscopiques, et puis, bon, peut-être pointer nos télescopes, radiotélescopes, pour voir si E.T. nous appelle ou nous envoie un message. Justement, qu'est-ce que vous pensez du projet de ce milliardaire russe auquel est associé Stephen Hawking pour savoir si les extraterrestres existent vraiment? Oui, je pense qu'il faut je pense que c'est bien d'avoir... de voir si les E.T. existent, parce que si mon pari de principe créateur est correct, je pense qu'il y a d'autres vies dans d'autres planètes aussi. Nous ne sommes pas les seuls. Donc, c'est bien d'écouter et de voir s'il y a d'autres E.T. nous appellent. Et sur le sens de cet univers, de la vie, vous parlez donc du Big Bang dans ce livre, vous l'expliquez, mais vous dites qu'on se heurte au fameux mur de Planck, qu'on ne sait pas ce qui s'est passé vraiment dans les tout premiers instants de cette création de l'univers. Exactement. Il y a 2 théories physiques qui sous-jacent toute la recherche contemporaine maintenant en cosmologie. D'abord, donc, la théorie de la relativité d'Einstein, qui est né en 1915, au début du siècle dernier, donc, qui définit l'infiniment grand, qui définit donc la force de gravité, et puis la mécanique quantique qui définit l'infiniment petit. Or, vous savez, dans l'histoire des Big Bang,
l'univers est parti de quelque chose d'infinitésimement petit et c'est devenu l'infiniment grand. Donc c'est l'infiniment petit qui a généré l'infiniment grand. Donc pour comprendre ce qui s'est passé au début, il faut unifier les deux théories, c'est-à-dire la relativité avec la mécanique quantique en une théorie ce qu'on appelle la gravité quantique. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore le faire et c'est pourquoi il y a un mur de connaissances, le mur de Planck. Et dernière question très rapide, est-ce qu'on a des hypothèses sur ce qu'il y avait avant le Big Bang? Des hypothèses, vous voulez dire au-delà du mur de Planck? Bon, il y a beaucoup de théories qui disent ça, mais pour l'instant, comme je vous dis, la théorie n'est pas confirmée, comme une théorie des cordes, par exemple, qui dit que les particules élémentaires ne sont pas des points, mais des vibrations de cordes infiniment petites. Donc, le temps et l'espace peuvent ne plus exister. On pense qu'il y a, si l'espace existe, il y a quand même 6 dimensions spatiales supplémentaires. Enfin, il y a beaucoup. C'est une sorte, l'espace devient une mousse quantique. Beaucoup de spéculations, mais pour l'instant, pas de réponse encore. Mais donc, il y a encore beaucoup de recherches. Merci Trinh Xuan Tuan d'avoir été le grand témoin de ce 64 minutes. Et vous avez publié, je le rappelle, Face à l'univers aux éditions Autrement. Merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité.